Ce soir, avant même que vous n'éteigniez la lumière, je voudrais vous inviter à vous poser une question simple, pas une question médicale complexe, une question de vie quotidienne. Quand vous pensez à votre nuit qui vient, à ce moment où vous allez enfin vous allonger, fermer les yeux, laisser votre corps se reposer, est-ce que ce moment vous appartient vraiment? Ou est-ce qu'il appartient en partie à cette pression sourde dans le bas-ventre, à ce réveil qui viendra inévitablement dans quelques heures, à ce trajet vers les toilettes que vous connaissez par cœur dans le noir, en essayant de ne pas trop se réveiller pour espérer se rendormir? Si vous reconnaissez quelque chose dans ces mots, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, sachez que ce que vous vivez n'est pas une fatalité que l'on doit simplement accepter parce qu'on vieillit. Je m'appelle le docteur Gupta. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des hommes de plus de 60 ans qui portent silencieusement un fardeau dont ils ne parlent presque jamais. Pas à leurs femmes, pas à leurs amis, parfois même pas à leurs médecins. Ce fardeau, c'est la prostate, cette glande discrète, nichée au creux du bassin, que la plupart des hommes ignorent totalement jusqu'au jour où elle se met à gouverner leur vie, leur sommeil, leur confort, parfois leur confiance en eux. Et ce silence que j'ai entendu des milliers de fois dans mon cabinet, souvent habillé de plaisanteries ou minimisé d'un haussement d'épaule, ce silence coûte cher. Parce que pendant qu'on se tait, les mécanismes biologiques qui alimentent le problème continuent tranquillement leur travail. Aujourd'hui, je veux briser ce silence. Je veux vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps après 60 ans autour de cette glande. Je veux vous parler des mécanismes profonds qui conduisent à son gonflement progressif. Et je veux vous révéler quelque chose que l'on aborde trop rarement clairement dans les consultations médicales standards. Le rôle que certains aliments, des légumes simples, courants, accessibles, peuvent jouer dans le soutien de la santé prostatique. Non pas comme des remèdes miracles, non pas comme des solutions instantanés, mais comme des alliés biologiques réels, documentés, dont l'action sur les mécanismes de l'hyperplasie prostatique est aujourd'hui étayée par des données scientifiques sérieuses. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est de la science, c'est de la physiologie du vieillissement masculin. Et c'est la conviction, forgée en 20 ans de pratique clinique, que comprendre son corps est le premier pas indispensable pour en prendre soin intelligemment. Alors, commençons. Commençons par comprendre ce qui se passe vraiment. La prostate est une glande, une seule glande d'environ 25 grammes chez un homme jeune et en bonne santé. Elle est positionnée juste sous la vessie, entourant le canal urétral comme un manchon. Son rôle principal est reproductif. Elle sécrète une partie du liquide séminal. Mais après 60 ans, c'est une autre de ses caractéristiques qui prend de l'importance. Une caractéristique moins connue, moins discutée, mais biologiquement incontournable. La prostate est l'un des seuls organes du corps humain qui continue à croître tout au long de la vie masculine. Cette croissance, dans la grande majorité des cas, est bénigne. Elle s'appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate. Elle n'est pas cancéreuse, mais elle n'est pas sans conséquences. Parce que lorsque cette glande grossit, elle comprime progressivement l'urètre qu'elle entoure. Et cette compression, millimètre après millimètre, année après année, crée les symptômes que tant d'hommes finissent par normaliser. La difficulté à initier la miction, un jet urinaire affaibli, la sensation que la vidange n'est jamais vraiment complète, les envies fréquentes, les réveils nocturnes. Cette constellation de symptômes porte un nom médical. Le syndrome des voies urinaires inférieures, et elle touche, selon les données épidémiologiques, plus de la moitié des hommes de plus de 60 ans et près de 80% des hommes de plus de 70 ans. La question n'est donc pas de savoir si votre prostate va changer avec l'âge. Elle va changer. La vraie question est à quelle vitesse, avec quelle intensité, et dans quelle mesure votre alimentation et votre mode de vie peuvent-ils influencer cette évolution ? Pour répondre à cette question, je dois vous expliquer les 3 grands mécanismes biologiques qui alimentent l'hyperplasie prostatique. Parce que c'est en comprenant ces mécanismes que vous comprendrez pourquoi certains aliments spécifiques peuvent faire une différence réelle. Le premier mécanisme, c'est le déséquilibre hormonal. Avec l'âge, plusieurs choses se produisent simultanément dans le corps masculin sur le plan hormonal, les niveaux de testostérone libre diminuant. Pendant ce temps, une enzyme appelée 5-alpha-réductase convertit de la testostérone en dihydrotestostérone, la DHT. La DHT est un androgène plus puissant que la testostérone elle-même, et elle a une affinité particulièrement forte pour les récepteurs des cellules prostatiques. Quand la DHT se fixe sur ces récepteurs, elle envoie un signal de prolifération cellulaire, un signal de croissance. Et parallèlement, avec l'âge, les métabolites estrogéniques,
Des composés aux propriétés similaires aux œstrogènes féminins, issus de l'alimentation, de l'environnement ou du métabolisme, s'accumulent dans l'organisme masculin. Ces composés œstrogéniques amplifient la sensibilité du tissu prostatique aux effets de la DHT. C'est un double signal de croissance que votre prostate reçoit de manière continue, silencieuse, progressive. Le deuxième mécanisme, c'est l'inflammation chronique. Je l'ai déjà mentionné dans d'autres contextes, mais son rôle dans l'hyperplasie prostatique est particulièrement bien documenté. Des études histologiques, c'est-à-dire des analyses directes de tissu prostatique, montrent que la majorité des prostates hypertrophiées présentent des signes d'inflammation chronique dans leur tissu. Cette inflammation n'est pas douloureuse, elle n'est pas visible, mais elle est réelle, active, et elle joue un rôle direct dans la stimulation de la croissance des cellules prostatiques. Les cytokines pro-inflammatoires, ces molécules de signalement de l'inflammation, activent des voies cellulaires qui favorisent la prolifération et inhibent la mort cellulaire programmée. Résultat, les cellules prostatiques s'accumulent plus vite qu'elles ne disparaissent. Le troisième mécanisme, c'est le stress oxydatif. Les cellules prostatiques, comme toutes les cellules de l'organisme, sont continuellement exposées aux radicaux libres. Ces molécules instables endommagent les membranes cellulaires, l'ADN, les structures protéiques. Avec l'âge, les défenses antioxydantes naturelles de l'organisme s'affaiblissent et quand le stress oxydatif dépasse les capacités de défense, les cellules endommagées se comportent différemment, notamment en matière de régulation de leur croissance. Un tissu prostatique sous stress oxydatif chronique est un tissu qui vieillit plus vite et dont la régulation cellulaire est plus perturbée. Ces trois mécanismes, déséquilibre hormonal, inflammation chronique, stress oxydatif, fonctionnent en synergie. Ils se renforcent mutuellement. Et ils représentent précisément les cibles biologiques sur lesquelles certains composés alimentaires peuvent agir. Pas de manière magique, pas de manière universelle, mais de manière documentée, cohérente et cumulative quand l'alimentation est pensée avec cette intention. Mais avant de vous parler de ces aliments, je dois vous parler de quelques erreurs. Ces erreurs que je vois dans mon cabinet, commises sans malice par des hommes qui font de leur mieux, mais qui ne disposent pas des bonnes informations. La première erreur, et elle est de loin la plus répandue, c'est de minimiser les symptômes urinaires en les attribuant uniquement à l'âge et d'attendre qu'ils s'aggravent significativement avant de consulter. Cette attitude est compréhensible. Culturellement, les hommes ont tendance à sous-rapporter leurs symptômes, à ne pas vouloir paraître vulnérables, à minimiser ce qui les dérange. Mais médicalement, c'est une approche qui a un coût. D'abord parce que certains symptômes urinaires nécessitent une évaluation pour écarter des causes qui ne sont pas bénignes, et seul un médecin peut faire cette distinction. Ensuite, parce que plus l'hyperplasie est avancée au moment où l'on commence à la prendre en charge, plus les marges de manœuvre sont réduites. La deuxième erreur, c'est une alimentation riche en aliments ultra transformés, en graisses saturées de mauvaise qualité et en sucre raffiné. Ces aliments entretiennent activement les trois mécanismes que je vous ai décrits. Ils alimentent l'inflammation chronique, ils favorisent le stress oxydatif et dans certains cas, les additifs et composés présents dans les aliments industriels peuvent avoir des effets perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils interfèrent avec la régulation hormonale de l'organisme. Une alimentation dominée par ces aliments crée un environnement biologique qui travaille contre la santé prostatique, même si vous ne le ressentez pas immédiatement. La troisième erreur, et celle-ci est particulièrement intéressante parce qu'elle semble contre-intuitive, c'est de réduire sa consommation d'eau pour limiter les envies d'uriner. Je comprends la logique apparente, moins je bois, moins j'ai envie. Mais biologiquement, cette stratégie est contre-productive et même potentiellement nocive. Une hydratation insuffisante concentre les urines qui deviennent alors irritantes pour la muqueuse urétrale et vésicale, aggravant précisément les sensations d'urgence et d'inconfort que vous cherchez à réduire. Elle nuit à la circulation rénale. Elle peut favoriser la formation de calculs urinaires et elle réduit l'apport d'oxygène et de nutriments à la prostate elle-même. Boire suffisamment, environ 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour répartis sur l'ensemble de la journée avec une réduction naturelle en fin de soirée, est une condition sine qua non de la santé prostatique. La quatrième erreur, c'est la sédentarité. La circulation pelvienne, le flux sanguin dans la région du bassin qui irrigue la prostate, dépend en partie de l'activité musculaire des membres inférieurs et du plancher pelvien.
Un homme qui passe la majorité de sa journée assis exerce une pression mécanique continue sur la région pelvienne tout en réduisant la circulation dans cette même zone. Moins de circulation, c'est moins d'oxygène, moins d'élimination des déchets métaboliques, plus d'accumulation de molécules pro-inflammatoires. 30 minutes de marche quotidienne, juste 30 minutes, peuvent faire une différence réelle et mesurable sur la santé prostatique. Et maintenant, les signaux. Ceux que votre corps vous envoie et que vous ne devez jamais normaliser ni ignorer. Une hématurie, la présence de sang dans les urines, même minime, même ponctuelle, même qui disparaît spontanément, nécessite une consultation médicale urgente. Ne l'attribuez pas à une irritation passagère. Ce symptôme doit toujours être investigué médicalement. Une rétention urinaire aiguë, l'incapacité soudaine à uriner malgré une envie intense et une pression douloureuse est une urgence médicale. Elle nécessite une prise en charge immédiate, généralement aux urgences. Une aggravation rapide des symptômes urinaires sur quelques semaines, davantage de réveils nocturnes, jets de plus en plus faibles, sensation de rétention de plus en plus marquée, doit motiver une consultation sans délai, pas dans 3 mois au prochain rendez-vous de routine. Des douleurs pelviennes, périnéales ou lombaires, basses persistantes, non expliquées par une cause évidente, peuvent témoigner d'une prostatite, une inflammation ou infection active de la prostate qui nécessite un traitement médical adapté. Et enfin, et je tiens à vous en parler directement, sans détour, un déclin marqué de la fonction érectile, particulièrement rapide, associé à d'autres symptômes urinaires, mérite une évaluation médicale. Ces changements peuvent être liés à la circulation pelvienne, à l'équilibre hormonal ou à d'autres causes qui, prises en charge à temps, peuvent faire une vraie différence. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire, concrètement. Avec des aliments que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché ou marché qui coûtent quelques euros et dont les propriétés biologiques pertinentes pour la santé prostatique sont étayées par des décennies de recherche. Le premier de ces aliments, c'est le brocoli et je veux vous expliquer précisément pourquoi ce légume, aussi ordinaire qu'il puisse paraître, est l'un des aliments les plus sophistiqués biologiquement que vous puissiez mettre dans votre assiette pour votre prostate. Le brocoli appartient à la famille des crucifères avec le chou-fleur, les choux de Bruxelles, le chou kale, le bok choy. Cette famille de légumes a la particularité de contenir des composés soufrés appelés glucosinolates qui, lors de la mastication ou de la découpe, se transforment en isothiocyanate actif. Le plus étudié d'entre eux s'appelle le sulforaphane. Et le sulforaphane est, à ce jour, l'un des composés végétaux dont l'action biologique sur le tissu prostatique est la mieux documentée. Comment agit-il ? De plusieurs manières simultanées. Premièrement, il active dans les cellules une voie de signalisation appelée NRF2, un régulateur maître des défenses antioxydantes cellulaires. Quand NRF2 est activé, les cellules produisent davantage de leurs propres enzymes antioxydantes, renforçant considérablement leur résistance au stress oxydatif. Deuxièmement, le sulforaphane inhibe des enzymes pro-inflammatoires, notamment NF-QB, réduisant ainsi la production de cytokines inflammatoires dans le tissu prostatique. Troisièmement, et c'est particulièrement pertinent pour l'hyperplasie, le sulforaphane stimule un processus appelé apoptose, la mort cellulaire programmée. C'est le mécanisme naturel par lequel les cellules en excès ou endommagées s'éliminent d'elles-mêmes. Dans un tissu prostatique hypertrophié où ce mécanisme est perturbé, l'activation de l'apoptose par le sulforaphane contribue à rééquilibrer le ratio entre prolifération et élimination cellulaire. Des études cliniques, dont une menée au Nuffield Department of Surgical Sciences de l'Université d'Oxford, ont montré que la consommation régulière de brocoli était associée à une réduction de l'expression de gènes impliqués dans la progression de l'hyperplasie prostatique. Ce n'est pas anecdotique, c'est de la génomique nutritionnelle, l'étude de la façon dont les composés alimentaires modifient l'expression des gènes. Le brocoli contribue aussi à l'équilibre hormonal via un autre mécanisme. En soutenant la détoxification hépatique, la capacité du foie à métaboliser et éliminer les hormones et leurs métabolites, il favorise l'élimination des métabolites estrogéniques qui, vous vous souvenez, amplifient la réponse prostatique à la DHT. C'est une action indirecte, mais biologiquement cohérente. Pour que le brocoli délivre le maximum de sulforaphane, quelques détails pratiques sont importants. Découpez-le avant de le cuire, la coupe active les enzymes qui initient la conversion des glucosinolates en sulforaphane. Attendez 5 à 10 minutes après la coupe avant la cuisson.
Cuisez à la vapeur plutôt qu'à l'eau bouillante et limitez le temps de cuisson à 5 à 7 minutes pour un brocoli encore légèrement croquant. Une cuisson trop longue dégrade les glucosinolates et réduit significativement la teneur en sulforaphane. Associé à un filet d'huile d'olive qui apporte des polyphénols anti-inflammatoires supplémentaires et améliore l'absorption de certains composés liposolubles, le brocoli devient un plat à la fois savoureux et remarquablement actif sur le plan nutritionnel. 2 à 3 portions par semaine suffisent pour commencer à bénéficier de ces propriétés. Ce n'est pas une dose médicale, c'est un geste alimentaire simple, régulier, dont la cohérence dans le temps est ce qui fait la différence. Le deuxième aliment, c'est la tomate, et plus précisément, la tomate cuite. Je vais vous expliquer pourquoi cette distinction, cuite plutôt que crue, est médicalement importante. La tomate contient du lycopène, un caroténoïde, un pigment végétal, qui donne à la tomate sa couleur rouge caractéristique. Le lycopène est l'un des antioxydants les plus puissants connus en nutrition, et il a une affinité particulièrement marquée pour le tissu prostatique. Des études pharmacologiques montrent que le lycopène se concentre préférentiellement dans la prostate, le foie et les glandes surrénales, avec des concentrations dans la prostate plus élevées que dans la plupart des autres organes. Cette biodistribution particulière suggère un rôle biologique spécifique de ce composé dans le tissu prostatique, et c'est ce que la recherche commence à confirmer. Le lycopène agit sur les 3 mécanismes de l'hyperplasie prostatique. Il neutralise les radicaux libres dans le tissu prostatique, réduisant le stress oxydatif local. Il module l'expression de certaines protéines impliquées dans la signalisation cellulaire prostatique, notamment en influençant les voies de régulation de la croissance cellulaire. Et des études d'intervention ont montré que des hommes présentant une hyperplasie bénigne et recevant des suppléments de lycopène présentaient une réduction significative des symptômes urinaires et, dans certains cas, une réduction mesurable du volume prostatique à l'échographie. Mais voici le point crucial que je mentionnais. Le lycopène de la tomate est mieux absorbé quand la tomate est cuite que quand elle est crue. La chaleur brise les parois cellulaires de la tomate et libère le lycopène de sa matrice protéique, le rendant beaucoup plus biodisponible. Des mesures comparatives montrent que le lycopène d'une tomate cuite peut être jusqu'à 4 fois plus assimilable que celui d'une tomate fraîche. 4 fois. Et si vous ajoutez à cette préparation une source de graisse saine, huile d'olive, avocat, vous amplifiez encore l'absorption, le lycopène étant liposoluble. Cela signifie concrètement que votre plat de pâtes à la sauce tomate maison, votre soupe de tomates mijotée, votre tian de légumes avec tomates confites et huile d'olive, ces préparations simples et savoureuses sont biologiquement actives pour votre prostate de manière quantifiablement supérieure à une salade de tomates crues. Ce n'est pas une nuance anecdotique. C'est un mécanisme documenté qui devrait changer la façon dont vous pensez à vos préparations culinaires. 2 à 3 repas par semaine intégrant de la tomate cuite avec une graisse saine constituent un apport en lycopène suffisant pour commencer à créer un effet protecteur prostatique cumulatif. Le 3e aliment, ce sont les choux de Bruxelles. Et je sais qu'ils suscitent souvent des réactions mitigées, des souvenirs d'enfance peu enthousiastes, une image peu glamour. Mais je veux vous convaincre, avec des arguments biologiques solides, de leur accorder une seconde chance. Les choux de Bruxelles appartiennent eux aussi à la famille des crucifères, avec les mêmes glucosinolates et la même capacité à produire du sulforaphane. Mais ils contiennent en plus une concentration particulièrement élevée d'un composé spécifique, l'indole 3-carbinol ou I3C. Ce composé est un modulateur du métabolisme des estrogènes et son action sur l'équilibre hormonal est l'une des mieux documentées parmi les phytonutriments. L'I3C agit dans le foie en orientant le métabolisme des œstrogènes vers des voies qui produisent des métabolites moins actifs biologiquement. En simplifiant légèrement, il favorise la conversion des formes d'œstrogènes qui stimulent la croissance prostatique vers des formes moins actives qui ne la stimulent pas. Des études en laboratoire ont montré que l'I3C pouvait inhiber la prolifération de cellules prostatiques exposées à des estrogènes et des études épidémiologiques ont associé une consommation élevée de légumes crucifères à une meilleure santé prostatique. L'I3C agit donc comme un filtre hormonal naturel, pas en supprimant les hormones, mais en orientant leur métabolisme vers des voies moins problématiques pour la prostate. La façon de préparer les choux de Bruxelles change radicalement leur profil gustatif. Oubliez la cuisson à l'eau bouillante qui les rend amers et spongieux.
Rôtissez-les au four, coupez-les en deux, disposez-les sur une plaque, arrosez d'huile d'olive, salez, poivrez et faites-les rôtir à 200 degrés pendant 20 à 25 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés et légèrement caramélisés à l'extérieur. Cette caramélisation naturelle transforme l'amertume en douceur noisettée. Vous pouvez ajouter un filet de jus de citron ou quelques éclats d'amandes grillées pour encore plus de saveur. 2 à 3 portions par semaine constituent un apport en I3C et en sulforaphane biologiquement pertinent pour la santé prostatique. Le 4e allié nutritionnel pour la prostate, c'est l'ail. Et l'ail mérite qu'on lui consacre une attention particulière parce que sa préparation conditionne totalement son efficacité biologique. Et c'est un détail que la majorité des gens ignorent. L'ail contient un précurseur inactif appelé l'alliine. Quand vous écrasez ou hachez une gousse d'ail, vous brisez des cellules qui contiennent une enzyme appelée alliinase. Cette enzyme entre alors en contact avec l'alliine et la transforme en allicine, le composé actif responsable de l'odeur caractéristique de l'ail et de la grande majorité de ses propriétés biologiques. Ce processus de conversion nécessite quelques minutes. C'est pourquoi la préparation correcte de l'ail est cruciale. Écrasez ou hachez la gousse d'ail, puis attendez 5 à 10 minutes avant de l'ajouter à la cuisson. Ce simple délai permet à la conversion alliine-allicine de se compléter et multiplie considérablement la teneur en composés actifs de votre ail préparé. L'allicine et ses dérivés soufrés ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes puissantes, documentées par de nombreuses études. Dans le contexte prostatique spécifiquement, des études épidémiologiques ont montré des associations inverses entre la consommation régulière d'allium, la famille botanique qui inclut l'ail, l'oignon, le poireau, la ciboulette, et le risque d'hyperplasie prostatique sévère. Les composés soufrés de l'ail inhibent des enzymes pro-inflammatoires, réduisent l'oxydation des lipides membranaires des cellules prostatiques et améliorent la microcirculation pelvienne en favorisant la production de monoxyde d'azote vasculaire. Ce dernier point mérite qu'on s'y arrête. L'ail favorise la synthèse d'oxyde nitrique, une molécule vasodilatatrice qui détend la musculature lisse des parois vasculaires, améliorant le flux sanguin dans les petits vaisseaux. Et une prostate mieux irriguée est une prostate mieux oxygénée, mieux nourrie et dont le tissu inflammatoire chronique peut progressivement s'atténuer. Cette amélioration de la microcirculation pelvienne a aussi des effets bénéfiques sur la fonction érectile, un bénéfice complémentaire qui n'est pas négligeable pour la qualité de vie masculine après 60 ans. Utilisez de l'ail frais, pas en poudre, pas en granulé, pas dans des préparations industrielles. Ces formes ont perdu la majorité de leurs composés actifs. 2 à 3 gousses d'ail frais par semaine, préparées correctement avec ce délai de quelques minutes après la coupe, intégrées à vos plats de légumes, vos soupes, vos sautés ou vos vinaigrettes, constituent un apport biologique pertinent pour votre prostate. Et enfin, le 5e allié, celui-là n'est pas un légume à proprement parler, mais une graine dont la richesse nutritionnelle pour la santé prostatique est remarquable, les graines de courge. Les graines de courge sont l'une des sources alimentaires les plus concentrées en zinc. Et le zinc est le minéral le plus directement lié à la santé prostatique de tous les micronutriments connus. La prostate est l'organe qui contient la plus forte concentration de zinc de tout le corps humain, 10 fois plus que la plupart des autres tissus. Ce zinc prostatique joue un rôle direct dans la régulation de la croissance cellulaire, dans la production des enzymes antioxydantes locales et dans l'inhibition de la 5-alpha-réductase, l'enzyme responsable de la conversion de la testostérone en DHT. Des études ont montré que les prostates hypertrophiées contiennent des niveaux de zinc significativement inférieurs aux prostates saines. Cette déplétion en zinc est à la fois une conséquence et un facteur aggravant de l'hyperplasie. Quand le zinc diminue, le frein à la DHT s'affaiblit et la stimulation de croissance se renforce. Et après 60 ans, l'absorption intestinale du zinc diminue naturellement, les besoins augmentent et l'alimentation standard des pays occidentaux est souvent insuffisante pour couvrir ces besoins majorés. Les graines de courge sont une réponse simple et accessible à cette problématique. 30 grammes de graines de courge, une petite poignée généreuse, apportent environ 7 à 9 mg de zinc, ce qui représente 60 à 80% des besoins journaliers.
Elles contiennent également des phytostérols, des composés végétaux dont l'action sur les symptômes de l'hyperplasie bénigne est documentée par des méta-analyses. Les phytostérols des graines de courge ont montré des effets significatifs sur l'amélioration du débit urinaire et la réduction du volume résiduel post-mictionnel dans des essais cliniques randomisés. Choisissez des graines de courge crues ou légèrement grillées à sec à la maison, sans sel ajouté, sans huile de palme ou arômes artificiels. Vous pouvez les grignoter seuls, les saupoudrer sur une salade, les incorporer dans un yaourt, les ajouter à votre porridge du matin. Une petite poignée quotidienne est une habitude à la fois facile à tenir et biologiquement significative pour votre santé prostatique à long terme. Maintenant, je veux vous parler de ce que ces 5 aliments font ensemble, parce que c'est leur association régulière. Brocoli, tomates cuites, choux de Bruxelles, ail frais, graines de courge, qui créent une couverture nutritionnelle complète des 3 mécanismes de l'hyperplasie prostatique. Le brocoli et les choux de Bruxelles adressent l'inflammation et le déséquilibre hormonal via le sulforaphane et l'I3C. La tomate cuite protège le tissu prostatique contre le stress oxydatif via le lycopène. L'ail réduit l'inflammation locale et améliore la circulation pelvienne. Et les graines de courge maintiennent des niveaux de zinc adéquats, freinant la suractivité de la 5-alpha-réductase et soutenant les défenses antioxydantes locales de la prostate. Ce n'est pas un régime contraignant, ce n'est pas un protocole médical restrictif. C'est une façon de manger que vous pouvez intégrer progressivement, naturellement, sans renoncer au plaisir de la table. Un brocoli à la vapeur avec de l'huile d'olive 2 fois par semaine, une soupe de tomates maison le dimanche, des choux de Bruxelles rôtis un soir, de l'ail frais dans vos plats du quotidien et une poignée de graines de courge dans votre yaourt le matin. Ces gestes simples, répétés semaine après semaine, créent progressivement un environnement biologique moins favorable à la progression de l'hyperplasie et plus favorable à la santé prostatique globale. La régularité est le mot-clé. Un repas avec du brocoli ne changera pas votre prostate. Mais des mois de repas cohérents, soutenus par cette intention nutritionnelle, peuvent progressivement influencer les mécanismes biologiques qui gouvernent la santé de votre glande. C'est ainsi que fonctionne la nutrition thérapeutique, lentement, profondément, durablement. Je veux conclure en vous disant quelque chose qui me touche profondément depuis le début de ma pratique médicale. Il y a dans le regard d'un homme qui reprend la main sur sa santé, qui cesse de subir et commence à agir, quelque chose que je n'ai jamais vu dans un bilan biologique ou un examen d'imagerie. Une lumière, une sorte de fierté tranquille. La fierté de comprendre son corps, la fierté de le nourrir intentionnellement, la fierté de ne pas avoir attendu passivement que la situation se dégrade. Cette fierté, vous pouvez la commencer à construire ce soir, pas avec un geste héroïque, avec une simple poignée de graines de courge, avec un brocoli ajouté au repas de demain, avec une soupe de tomates maison préparée ce week-end. Ces petits gestes, répétés avec constance, sont la véritable médecine préventive, celle que personne ne vous vendra dans une boîte, celle qui se construit dans votre cuisine, un repas après l'autre. Je suis le docteur Gupta et je crois profondément que 60 ans n'est pas le début du déclin. C'est le début d'une compréhension plus mature et plus précise de son propre corps. Utilisez cette compréhension. Elle est le meilleur outil de prévention dont vous disposez. Prenez soin de vous. Un dernier mot, sincère et bienveillant. Chacun d'entre vous est unique. Votre prostate, votre bilan hormonal, vos antécédents médicaux, vos traitements éventuels, tout cela forme une réalité personnelle que des conseils généraux, même bien fondés, ne peuvent pas pleinement saisir. Les informations partagées aujourd'hui sont des orientations préventives basées sur des données scientifiques sérieuses, mais elles ne remplacent en aucun cas une évaluation médicale personnalisée. Si vous ressentez des symptômes urinaires qui vous préoccupent, réveil nocturne fréquent, jet faible, sensation de rétention, douleurs pelviennes ou tout autre signe inhabituel, ne les minimisez pas et ne les ignorez pas. Consultez votre médecin traitant ou un urologue. Un bilan prostatique, incluant un examen clinique et un dosage du PSA, est recommandé pour tout homme de plus de 50 ans. Si vous ne l'avez pas fait récemment, c'est le premier geste médical à planifier. Dans certains cas, un suivi urologique approfondi, une échographie prostatique ou un bilan hormonal peuvent apporter des éléments précieux qui guident à la fois le traitement médical et les ajustements nutritionnels. Restez attentif aux signaux de votre corps. Agissez avec prudence et progressivité et entourez-vous des professionnels de santé compétents pour avancer sur ce chemin avec confiance et sérénité.